Je viens, je dis, mais c'est quoi ce truc de merde? Il fait froid, j'aime pas. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi? On m'a menti quelque part. Les gars, c'est des démons. Ils ont commencé l'informatique à l'âge de 9 ans. Et moi, j'arrive, j'ai un ordinateur, je dis, putain, c'est quoi ce truc-là? Et ils vont concurrencer ces gars. Les gars, ils sont là, on donne des travaux. Moi, je mets 2 semaines, le gars dit, ouais, j'ai fini en 2 heures. Un client peut être insultant en email, vous criez dessus et tout doit au téléphone. Oui, je suis désolé, excusez-moi. On va passer sur une session qui, je pense, beaucoup l'attendent ici. Ouais, Alain, je pense que beaucoup de gens attendent ta session. Vous pouvez applaudir très très fort, Alain. Alain, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. C'était en début d'année lors d'un apéro organisé à Tallinn, en Estonie, par un compatriote estonien, Émile. Je l'ai rencontré pour la première fois. Et Alain, tout de suite, ce qui m'a marqué, c'est que, vous allez voir, il a beaucoup d'anecdotes, de choses à raconter. Né au Bénin, tu as vécu en France, tu vis maintenant en Estonie, tu passes beaucoup de temps en Chine. Je pense que la Russie te fait un peu de l'œil aussi parfois. Bref, beaucoup de choses à raconter. Création de marque, import, export. La Chine. Il a beaucoup de choses à vous raconter et à vous montrer visiblement. Donc Alain, je te laisse le relais. On t'écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sincèrement, quand Raphaël m'a demandé de venir, je ne savais pas de quoi j'allais parler réellement. Parce que comme il a dit, il y a e-commerce, il y a import-export, il y a négoce de matières premières avec l'Afrique. Donc on fait les deux. C'est-à-dire que on importe de la Chine vers l'Afrique et on exporte de l'Afrique vers le monde. Notamment, vers le monde, on parlera de Brésil, de Dubaï, d'Inde, etc. Et moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est noix de cajou, qui se vend très bien d'ailleurs. Mais tout ça a commencé quand je suis venu en France en 2012, que je suis venu en France pour la première fois. C'est la première fois que je prends l'avion dans ma vie d'ailleurs même. Donc, je quitte mon pays, je viens du Bénin, je prends l'avion. J'ai peur, je prie toute la durée du trajet parce que ce truc, il ne faut pas que ça se crache. J'arrive en France et comme tout le monde, c'est la douche froide. Bon, c'était en hiver. Parce que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte du marketing de la France. Quand on est à l'étranger, l'image que la France projette, c'est un truc de malade. Hein. La France a un très bon marketing. Contrairement aux Américains, moi je regardais les films et tout à l'époque sur Canal+. Tu vois la neige, tu te dis c'est un truc de ouf. Je vis en France, je veux me balader là-bas. Je vais jeter les boules de neige. Je déteste. Je viens, je dis, mais c'est quoi ce truc de merde? Il fait froid, j'aime pas. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi? On m'a menti quelque part sur le truc. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'e-commerce. Peut-être qu'on va dériver un peu sur import, export, négoce et tout. Et surtout, le type d'e-commerce que moi je fais. C'est un peu différent. Raphaël m'a envoyé la liste des questions que les gens se posaient un peu. Comment créer une marque, par exemple. Est-ce que le dropshipping, c'est toujours d'actualité, etc., etc. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je pense que ça se fait comme ça. Donc, je m'appelle Alain Semevo. Je suis entrepreneur, visiblement. Et je suis béninois. C'est ce qui explique aussi mon accent. C'est ceux qui sont africains parmi vous ici reconnaissent un peu les accents de chaque pays. On a des accents différents. Et je suis arrivé en France il y a 12 ans, en 2012, en septembre 2012, pour des études d'ingénieur. C'est la première fois que j'ai eu un ordinateur de ma vie. J'avais 20 ans quand on me donne mon premier ordinateur. Et j'arrive dans une école d'ingé. Peut-être les gens connaissent Epita, Epitech. Les gars, c'est des démons. Ils ont commencé l'informatique à l'âge de 9 ans. Et moi, j'arrive, j'ai un ordinateur, je dis, putain, c'est quoi ce truc-là? Et ils vont concurrencer ces gars. Les gars, ils sont là, on donne des travaux. Moi, je mets 2 semaines, le gars dit, ouais, j'ai fini en 2 heures. Je dis, merde. Et à l'époque, je suis là, je ne sais pas ce que je fais, mais je charbonne, je dors à l'école tous les jours. Je travaille dur parce que, bon, heureusement, j'étais bon en maths. C'est ça qui m'a sauvé. Et du coup, il faut coder aussi, il faut apprendre des choses, etc. Et du coup, je me dis, bon, un jour, je vois un gars sur Internet en 2013, c'est plus vie de dingue, Anthony Nevo, un gars comme ça. Et il dit, en plus à l'époque, il faut le dire, bon, je sais que beaucoup d'entrepreneurs se disent que oui, j'étais SDF, j'étais nul. Non, moi, j'étais bon à l'école. J'étais un premier de classe au Bénin. Vraiment, je charbonnais à l'école. Et j'arrive en France, je suis dernier avec 15 de moyenne. Je dis, mais c'est quoi cette école de super-héros, là? Les gars, ils sont bons ici. Tu vois. Donc, du coup, Anthony Nevo, dans son truc, il dit, si tu n'es pas le premier de ta catégorie, tu dois trouver ta propre catégorie dans laquelle tu seras le premier. Et là, c'est en 2013. Je découvre Internet, je découvre YouTube. Et là, je commence à regarder business en ligne. Je tombe sur tous les gars. Antoine BM et toute la clique, Olivier Roland, etc. Et là, j'essaye tout. Mais vraiment, hein, j'ai tout fait. SEO, trading, affiliation. J'ai
tout fait. J'ai échoué partout. Comme tout le monde. J'ai échoué partout. C'est un truc de ouf. Et du coup, en 2016, je tombe sur un gars, il parle de e-commerce. Il dit, ouais, il est à Dubaï, Ferrari, tout ça. Et à l'époque, je suis là, je me dis, putain, j'ai envie de mener cette vie-là. Cette vie me plaît. Parce que depuis, je suis en France, je travaille dur. Je ne vais pas en boîte de nuit en plus. La seule fois que j'ai voulu aller en boîte de nuit, on m'a recalé à l'entrée. On me dit, toi, tu rentres pas. Je dis, merde, bah, c'est soirée étudiante en plus. Moi, je dis, bon, ok, c'est pas pour moi alors. Donc, il faut que je retourne dans mes cahiers. Tu vois. Donc, je suis obligé de travailler. Et du coup, je dis, j'ai envie de mener cette vie-là. Cette vie où je voyage, où je suis mon propre patron. Et du coup, c'est tout ça qui me permet de ne pas abandonner. De continuer à charbonner. Je trouve une alternance. Je mets tout mon salaire à l'époque. J'étais à l'alternant informatique à la Poste. Je gagne 1 800 €. La Poste, il paye très bien. Hein. Vous le savez déjà, les alternants à la Poste, c'est 1 800 €. Bon, à l'époque. Maintenant, peut-être que ça a changé. Mais j'étais alternant à la Poste. Je prends tout mon salaire, je mets dans le business, je teste. Le gars, il te dit qu'en 30 jours, tu es riche. Ça m'a pris 2 ans. Ça m'a pris 2 ans. Mais il avait raison. C'est possible. C'est faisable. Mais ce n'est pas rapide. Et c'est la leçon que j'ai retenue. Ce qui fait que je voyage beaucoup. Bon, il faut dire aussi, une parenthèse quand même. Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de passeport, on a parlé d'expatriation, etc. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, je viens du Bénin. Je pense que le passeport du Bénin, on va dans 50 pays dans le monde, majoritairement africains, asiatiques. On va à Hong Kong sans visa, donc c'est un plus. Tu vois, Brésil et quelques autres pays. Et avec ce passeport. Et du coup, après 10 ans de loyaux services, de payer les impôts en France, l'État français a décidé, bon, ils ont mis faveur de me donner la nationalité française. Le lendemain, j'étais plus là. Le lendemain, ils m'ont retrouvé en Estonie. Oh, il est où? Oh, il n'est plus là. Le lendemain, j'étais en Estonie. Et du coup, comme j'ai le passeport des grands patrons, j'ai commencé à voyager. Partout. Et j'ai une application qui traque ça. On m'a dit en 2023, j'ai fait quoi? 20 aéroports, oui, compagnie aérienne, 47 vols, 200 000 km. J'ai fait 5 fois le tour du monde, ils ont dit. OK, je pense, un truc comme ça. 5 fois le tour du monde en 2023, principalement pour le boulot. Même quand je voyage, c'est pour le boulot. Comme je vous le disais, e-commerce, mais l'e-commerce, je peux le faire partout. Mais ce qui me fait voyager le plus actuellement, c'est vraiment import-export, parce qu'on a des clients. J'étais au Maroc avant-hier pour aller sourcer de l'huile d'argan pour une cliente à Agadir. Donc, on voyage pour les clients. Et aussi, import-export vers la Chine. Je passe 4 mois en Chine. Je suis allé en Chine pour la première fois en 2014. J'ai été bluffé. Je me suis dit, résolution 2015, j'apprends le chinois tout seul sur YouTube. 2016, j'ai appris le chinois tout seul. Je gagne une bourse du gouvernement chinois en 2017. Je vais en Chine pendant 1 an avec le gouvernement chinois. Et du coup, je parle la langue. Ça me permet de faire du business. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'e-commerce. En gros, donc c'est un peu ça, mon parcours. Et tout ça, comme je le disais, c'est grâce à l'e-commerce. Parce que c'est le premier business que je réussis réellement. J'échoue dans tous les autres business. Et l'e-commerce, et aussi, il faut dire, pour ne pas rentrer dans les discours de mindset de comptoir, il faut dire qu'à ce niveau-là, depuis 2013, je découvre le business en ligne. On est 2018, 2019. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit qu'il faut laisser le boulot. J'ai démissionné. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Ne démissionnez pas en pensant que oui, je vais être à fond, etc. Je serai motivé. Non. Je me suis dit, c'est bon, il faut brûler le bateau. Vous connaissez la citation, non? Vous venez, vous brûlez les bateaux, et c'est terminé, vous êtes à fond dessus. 2 ans après, le chômage est terminé. J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance pour... c'était dur, hein? Il faut maintenant rédiger les CV. C'était très dur. Et du coup, je vais au boulot. Bon, heureusement, je suis ingénieur. Il faut le dire, les ingénieurs, on ne s'en met pas trop. Hein. Quand tu es un peu fort en maths, tu codes un peu, tu trouves du boulot, ça va. On ne se gêne pas. 1 mois après, j'étais chez Banque de France, division compensation, dans des entreprises qui n'ont pas de nom, qui sont cachées dans la défense là-bas. On fait tout le clearing de la France et de la Belgique. Donc c'est de là que je trouve un peu de capital encore, en faisant tous les trucs les plus... Je pense une chose aussi, c'est que j'ai appris en France, en tout cas, que je vous partage. Quand vous êtes étranger, il faut être violent dans la réussite. Rien ne va être gratuit et il faut aller l'arracher. Vraiment, il faut aller l'arracher.
Et tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, tout à l'heure, je pense que c'est Thibaut, où je lui expliquais qu'il y a beaucoup de choses que tu es obligé de faire parce que derrière, si tu veux réussir dans un pays qui n'est pas le tien, que tu ne maîtrises pas, qui a ses codes, qui a ses lois, et que tu dois naviguer dans tout ça, tu dois être très violent. On te ferme toutes les portes, tu passes pas les choses, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est des choses que beaucoup de personnes doivent comprendre. Et rien n'est gratuit. Et je pense que c'est pour ça, quelque part, malgré tout, j'aime beaucoup la France aussi, parce que, quelque part, elle m'a fait réaliser qu'on est dans un monde où tu dois forcer, tu dois défoncer les portes quand on les ferme pour toi. C'est extrêmement important de comprendre et de le réaliser. Et du coup, c'est comme ça que j'ai essayé, après tant d'échecs, j'ai lancé, après le boulot, j'ai travaillé très dur, etc., etc. Et le premier succès vient en 2019, où je fais un prêt à la banque au nom de mon petit frère, parce que bon, j'avais plus de sous, et je fais la méthode que je ne conseille pas aux gens. Dropshipping, je lance 30 produits en une journée, 50 € par jour en publicité Facebook, soit 1500 €, je croise les doigts. Premier jour, 1500 €. Deuxième jour, 1500 €. Troisième jour, un produit fait 9 ventes. Je dis, c'est toi. C'est bon. Il fait 9 ventes, je coupe tous les autres, et c'est le produit que je scale. Juillet 2019, on fait 25 000. Août, 75 000. Octobre, 100 000. Facebook te bloque. Stripe te bloque. Tout le monde te bloque. On te bannit de partout. Et c'est ça la réalité. Mais là, tu sais au moins que ça marche. Et tu te dis, attends, mais j'ai fait 100 000 ce mois-ci. C'est que ça marche. Ce business-là marche. Et c'est ça qui me permet de dire, OK, c'est terminé, je n'abandonne plus. Et là, on lance, 2020 vient, coronavirus, et ça a été l'explosion, on va aux États-Unis, blablabla. On vend dans tous les marchés du monde. Maintenant, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que, au-delà de tout ça, comment on fait pour passer du dropshipping à la création de marque à un moment donné. Parce que le dropshipping, c'est très bien pour commencer, on va en parler aujourd'hui. Je le fais encore sur certaines choses. Mais il y a une chose aussi, moi ça m'a permis d'avoir le capital pour lancer d'autres business, notamment l'import-export avec la Chine et les matières premières. Mais j'avais aussi cette envie de créer une marque. Mais comment je crée une marque rapidement? Parce que la création de marque prend beaucoup de temps, prend beaucoup d'énergie. Il faut quand même s'investir énormément, que ce soit dans la création de contenu, etc. Et avec le temps, on a créé 3 marques. Vous avez Calice, qui est une marque que vous pouvez contrôler, vous pouvez aller dessus, calice.shop, un peu dans tout ce qui est yoga, pierres précieuses, etc. On a Rosa Luna. Rosa Luna, j'ai cofondé ça avec des amis en Russie. Et quand la guerre a commencé, avec l'Ukraine et la Russie, il s'est fait que il n'y avait plus de couches pour femmes en Russie. Donc le marché, beaucoup d'entreprises se sont retirées. Et on s'est dit, bon, on va lancer les culottes menstruelles sur le marché russe. Donc l'Estonie étant à côté de la Russie, vous avez pour 4-5 heures en bus. Donc comme j'ai la femme de mon ami qui est russe, elle maîtrise un peu le marché, donc on a pu lancer ça sur le marché russe avec les problèmes qui sont sur le marché. C'est assez compliqué quand même, mais ça marche. Et il y a MAH, qui est une marque de sacs à dos. Je vais amener les sacs pour les présenter ici. Je vais même les donner, je pense. Je vais poser quelques questions. C'est principalement pour les femmes. On vend 95-98% des gens, c'est les femmes qui achètent. Donc, c'est des sacs qui sont très, très colorés, etc. C'est lancé en France. Il y a autre aux États-Unis et en Corée du Sud. Et après, vous pouvez les trouver sur d'autres pays asiatiques, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Singapour, etc. Donc, de quoi on va parler concrètement? Comme je vous le disais, on va parler de dropshipping e-commerce classique, du dropshipping à la création de marques, etc. On va parler aussi de comment sourcer des produits en e-commerce. Ces 3 points sont les points les plus importants. Comment trouver les bons produits? Tous ceux qui font de l'import-export vous diront, souvent, c'est au sourcing qu'on gagne de l'argent. C'est à l'achat qu'on gagne de l'argent, pas à la vente. Tous ceux qui sont dans l'import-export connaissent ça. C'est vraiment l'achat, donc c'est le truc le plus important. Après, création de boutiques Shopify, les applications qui sont indispensables, les moyens de paiement en e-commerce, lorsque vous faites dropshipping, tout ça, c'est pas forcément les trucs les plus intéressants, c'est beaucoup plus technique. On va brosser un peu ces parties rapidement. Après le dropshipping, qui connaît le dropshipping ici? Tout le monde connaît le dropshipping. Yomi vous a saoulé sur ça. Hein. Yomi vous a saoulé avec ça. Ouais, je sais. Donc le dropshipping, qui pense que le dropshipping c'est une arnaque?
Ceux qui pensent au dropshipping, il y a une arnaque, ils n'ont jamais travaillé dans une société de bourse. Hein. Vous allez comprendre que parfois, on vend des choses qu'on ne détient pas. Donc, le dropshipping, c'est quoi? C'est très simple. Vous avez une boutique en ligne, vous sourcez un produit sur une plateforme chinoise, comme 98% des produits sur Amazon. Vous faites de la publicité, le client, il achète sur votre boutique, à vous. Vous envoyez la commande à votre fournisseur en Chine, principalement, et c'est le fournisseur en Chine qui va envoyer directement le colis à votre client final. Le dropshipping se fait principalement avec la Chine parce que la Chine est le seul pays au monde qui a développé un réseau de transport tellement efficace que vous pouvez envoyer un produit de la Chine vers presque n'importe quel pays du monde à 2 euros, 3 euros, 5 euros. Mais essayez d'envoyer un colis de la France vers la Chine, vous allez voir. C'est tout de suite 75 euros, même pour une enveloppe. 20 grammes, c'est 75 euros, 80 euros. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire du dropshipping depuis la Chine et tous les produits sont sourcés en Chine. Vous n'avez pas besoin de stock de départ, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Ça vous permet de tester rapidement parce que vous n'avez pas le stock chez vous. Vous ne le gardez pas à la maison. Il y a très peu d'investissement pour commencer. Bon, technique, vous pouvez mettre de l'argent en publicité. Il y a aussi d'autres méthodes où les gens font du SEO. On en a plein en Estonie qui font du SEO, qui ne vont pas mettre de l'argent en publicité, etc. Quand il parle de dropshipping. Et comme je disais, ça vous permet de tester rapidement. Donc, un produit ne marche pas. Bon, à l'époque, moi, j'avais lancé 30 produits. Ne le faites jamais. Mais si un produit ne marche pas, vous pouvez aller sur notre produit. Mais on a quand même un mais ici, c'est que pour beaucoup de personnes, le dropshipping, c'est de l'arnaque, surtout en France. Quand je tombe sur les reportages de dropshipping, c'est une arnaque, c'est quand même fou. Hein. Le gars te dit oui, ils vont sur AliExpress, c'est à 3 euros, ils le vendent à 30 euros. Mais on appelle ça le commerce international, les amis. Oui, c'est pas ça. On achète quelque part moins cher, on revend quelque part plus cher. C'est la base du commerce depuis les Égyptiens, je ne sais pas, ou bien c'est pas comme ça. C'est comme ça. Hein. On achète à un point B, à un point A, et on le revend à un point B, beaucoup plus cher. Louis Vuitton, il a son branding, ça ne coûte pas 10 000 euros le sac, mais il le vend. Mais ce n'est pas une arnaque. Donc, quand même, ce n'est pas une arnaque. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que nos amis de Dubaï, nos Français qui sont à Dubaï, principalement, ils ont vendu un peu le truc business facile, rentabilité. Surtout, l'une des choses pour ça, pourquoi on a considéré que c'était une arnaque, surtout en France, c'est que les gars ne livrent pas. C'est ça, en fait. Parce que vu que tu ne détiens pas le stock, tu encaisses les sous d'abord. Et quand tu encaisses les sous, il faut que tu envoies les sous à ton fournisseur, enfin sa partie, pour que le fournisseur puisse envoyer le colis. Et il y a beaucoup de personnes, effectivement, vu qu'ils sont dans des pays un peu opaques, etc., bon, ils ne vont pas livrer. Donc, ils vont encaisser énormément de sous. Et jusqu'à présent, malheureusement, ça se fait encore. Vous allez voir des produits, le truc, ça va coûter peut-être, même sur AliExpress, il va coûter 50 euros. Tu vas voir que la personne le vend à 10 euros. Ce n'est pas possible. Comment il trouve la marge? D'accord? Et derrière, il va lancer une publicité, ça sera viral, mais les gens ne vont pas être livrés. Aussi, on a eu les influenceurs que Booba a éliminés récemment avec Magali Berda et son agence Shona Event. Il y avait pas mal de choses. Il y a eu des décisions politiques qui ont été prises sur ça. Derrière, c'était sous fond de dropshipping. Donc, du coup, le marché est devenu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Quand tu es en France, et nous, on le voit même avec notre marque de sac qui est ici, MAH, il y a des clients qui vous écrivent « C'est fabriqué où ?» Je dis « Comment c'est fabriqué où ?» Donc, tu commences à lister « Ouais, Hong Kong, Corée du Sud, Chine. » À la fin, timidement, comme Kabaya, Kabaya, il te dit Pologne, Turquie, Chine. Et ce qui est fou, c'est que j'ai rencontré Kabaya en Allemagne parce qu'il y a des foires de sacs à dos. Et je lui ai posé la question, les gars, c'est où? Bah, Chine, hein. Bah, pourquoi vous dites Pologne, Turquie? Il dit, oh, c'est bon. C'est bon. Donc, aujourd'hui, en France, on a vraiment cette impression que quand vous faites du dropshipping, c'est une arnaque et que le dropshipping, ce n'est pas de l'e-commerce. Alors que c'est de l'e-commerce. D'accord ? Il n'y a aucune différence. La seule différence réelle, c'est que tu ne gères pas de stock. Et dans tous les cas, la gestion de stock ne peut pas être, la non-gestion de stock ne peut pas être éternelle. Si tu veux, en tout cas, garder une marge et une certaine rentabilité, donc au début, tu commences avec le dropshipping, mais après, tu passes à un autre niveau. Et c'est ça qu'on va voir. La chose aussi qui s'est passée, c'est que aujourd'hui, à cause de tout ça, il y a des bannissements qui s'opèrent aujourd'hui. C'est-à-dire que Facebook peut te bannir quand tu fais de la publicité.
et que les clients se plaignent parce qu'il faut savoir que quand tu achètes via Facebook, Facebook envoie un email aux clients parce qu'ils savent qui a acheté et leur pose la question, c'est quoi ton expérience? Est-ce que tu as reçu le colis? En combien de temps tu l'as reçu? C'est quoi la qualité du colis, etc. Et du coup, si tu notes, il y a une note qu'on applique, qu'on appelle les notes de page, et Facebook peut te donner un score. Si tu es en dessous de 2, il te bloque et tu es interdit de publicité sur Facebook. Il y a aussi PayPal. PayPal, eux, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Vous le savez tous, même les infopreneurs, vous le savez. Hein. PayPal, moi, quand un client achète une formation, il me dit PayPal, je vais lui faire signer un contrat tout de suite. Je dis non. Toi, c'est pas possible. Donc PayPal, eux, champions du monde, ils bloquent 20% de mes sous à chaque transaction, qu'ils te reversent 2 mois après, et en plus, ils vont te reverser, ça pas parler de 2800 € qui va augmenter, etc. Donc, quand tu utilises PayPal, il faut faire très attention parce que parfois, ils peuvent même te contacter pour te demander d'où est expédié le colis. Est-ce que c'est expédié depuis la France, est-ce que c'est expédié depuis la Chine, etc. Donc, et s'ils voient qu'il y a trop de retours, que les clients se plaignent, ils peuvent aussi bannir ton compte à cause de ça. On a aussi Stripe, pareil. Donc, on est quand même sur un business qui devient compliqué, il faut le dire. Quand on parle de dropshipping classique, ce n'est pas évident de le faire aujourd'hui. Et on a aussi tous les partenaires qui doivent nous aider à faire ce business, notamment Facebook, PayPal, Stripe, etc., les processus de paiement, qui peuvent aussi vous bloquer si vous ne faites pas bien les choses. Et aussi les clients qui peuvent se plaindre si vous vendez des produits de mauvaise qualité, ce qui est tout à fait normal. D'accord ? Les délais de livraison qui sont extrêmement longs, ça quitte la Chine, ça va prendre 2 semaines, etc. Mais bon, il y a quand même des stratégies pour avoir des délais assez courts. Mais tout ça se passe parce que les gens font le dropshipping de la mauvaise manière. Ce qui marchait en 2016, où c'était l'Eldorado à l'époque, même si je n'ai pas profité de l'Eldorado, ça n'a jamais marché pour moi à l'époque, ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre de faire des sites web qui sont claqués au sol, où tout est mélangé, parce que les clients le devinent. Il y a même tous les jours, chaque mois, il y a M6, ou c'est pas 7 à 8 qui te fait un reportage pour nous insulter, pour nous cracher dessus. Donc à un moment donné, les gens savent, ils reconnaissent les choses aussi. Donc c'est extrêmement important de se déguiser un peu si on veut continuer. Et aussi, vous le voyez, souvent vous allez tomber sur des boutiques où tout est désorganisé, on va vendre des produits de mauvaise qualité, on vend tout. Vous voyez, bracelets, un truc pour le vin, on va vendre des produits pour chiens, donc tout est mélangé sur la boutique. Donc ça crée aussi un sentiment lorsque quelqu'un vient sur votre boutique, il se dit que non, ça c'est du dropshipping. Surtout si vous vendez sur le marché français, parce que c'est un marché quand même qui est assez habitué déjà, et avec toute la communication négative sur le terme, ça devient compliqué. Du coup, le problème aussi, c'est que beaucoup de gens, par exemple, m'ont posé la question, mais comment je crée une marque ? Est-ce que créer une marque, est-ce que c'est la meilleure des stratégies ? Mais le problème avec ça, créer une marque, les amis, ça coûte cher. Ça coûte même très cher de créer une marque. Déjà, il faut avoir une bonne idée, il faut pouvoir sourcer un bon produit, travailler sur le produit, ça prend beaucoup de temps, il faut faire beaucoup de communication avec l'usine tout le temps pour être sûr de la qualité du produit, il faut avoir un très bon marketing, il faut comprendre ses concurrents, etc., etc. Là où le dropshipping, tout ce que tu as à faire, c'est de balancer des produits de façon aléatoire et tu laisses le marché décider de ce qui va marcher. Et à partir de ce moment, tu peux optimiser maintenant. Voilà. Il faut créer aussi tout un branding dans tout un univers, toute une philosophie derrière ta marque, c'est qui tes ennemis. Il y a pas mal de boulot à faire quand même dans une création de marque. Ça ne se fait pas comme ça. Voilà. Et vous le voyez ici sur les captures d'écran avec la marque qu'on a en Russie. Elle m'a envoyé un message. Grace a triché sur la production de culottes hier. Parce que l'usine, ils ont envoyé des échantillons qu'on a validés, mais la production de masse n'est pas ce qui était. C'était pas comme l'échantillon. Donc la qualité au niveau de la production de masse, et du coup, bon, tu as lâché 10 000 € pour produire des culottes. Et tu viens, tu te rends compte que c'est pas de la bonne qualité. Donc ce matin, quand je me déplaçais beaucoup, c'était parce que j'étais en contact avec l'usine. Et bon, faut dire aussi, c'est un peu plus facile quand tu parles chinois, que tu peux leur expliquer les choses, parce que tu essaies de comprendre un peu, et tu essaies d'analyser. On n'est pas dans le conflit avec les Chinois, parce que tout de suite, l'équipe, oui, vous nous avez menti. Et ça ne se passe pas comme ça, tonton. Avec les Chinois, c'est pas, on va pas jouer à ce jeu-là. Donc on va essayer de négocier, de voir ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer les choses. Et on a trouvé un accord, ils vont reprendre la production, etc. Donc créer une marque aussi demande quand même pas mal d'aller-retour avec les usines et c'est pas évident de le faire. Et une dernière chose aussi, c'est que quand tu fais ta marque, il faut faire des photoshootings, il faut faire des choses derrière après. Et à l'époque, quand j'avais tenté de lancer ma première marque de sacs, parce que l'un des produits qui avait marché pour moi en 2019, c'était des sacs à dos. Et je vous raconterai l'anecdote après.
Le truc, c'est que j'avais fait des shootings photos avec 2 mannequins, 5 000 €. Je dis, mais attends, si déjà en tant que débutant, comme beaucoup de gens qui veulent se lancer, parmi vous, vous devez sortir 5 000 €, faire une production, etc. Ça va vous prendre énormément de temps et ce ne sera pas possible de le faire à votre niveau. Donc, ce n'est pas possible. Maintenant, moi, la méthode que j'ai trouvée, parce qu'en 2019, comme je vous le disais, je vendais des sacs aux États-Unis et j'avais dépassé les 100 000 €. Ça me coûtait, j'ai un sac que je prenais à 27 $ sur AliExpress, je le revendais à 89 $ sur le marché américain. Et le fournisseur chinois, je lui versais environ 25 000, 27 000 $ tous les mois comme achat de marchandises. Et le fournisseur me dit, mais tu sais, Alain, si on continue comme ça, je vais fermer la boutique sur AliExpress si tu seras le seul à vendre ce produit. Je dis, ah bon, tu peux faire ça? Il dit, oui, il n'y a pas de problème, puisque bon, moi-même, je suis ici sur AliExpress, il y a beaucoup de concurrents, je galère. Et donc, tu peux vendre le sac et il n'y a pas de problème pour moi. On peut faire un partenariat. Et du coup, j'ai continué à vendre ce sac. Et finalement, j'ai abandonné parce que le coronavirus était venu. Et il y avait les restrictions, le coût du transport a explosé. Le sac que j'ai acheté à 27 $, je vais commencer à l'acheter à 45 $. Coût publicitaire, etc., c'était plus rentable de continuer. Mais l'idée m'est restée un peu en tête. Donc, je peux faire un partenariat avec des usines chinoises et revendre leurs produits. Et je peux faire en sorte qu'ils ferment la boutique AliExpress pour que je sois le seul à vendre ce produit-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du dropshipping à partir de cet instant. C'est-à-dire, je ne vends pas ce que tout le monde vend. Je discute, je trouve le produit, je discute avec l'usine, etc. On essaie de s'entendre. Et derrière, je peux avoir un contrat d'exclusivité. Je vais vous montrer tout ça, bien évidemment. Donc, vous pouvez voir des exemples de sites comme ça. Sur votre téléphone, vous avez Banj.fr, ou bien David Outwear, ou MAH, les sites que moi je gère, en Corée du Sud, en France, et sur le marché américain, au Calice, etc. Tout ça, c'est des sites ou c'est des marques qui, au début, appartenaient à des usines que j'ai contactées, j'ai commencé à vendre leurs produits, et après on est allé sur un autre contrat. Banj n'est pas mon site, je le précise. Banj et David, Outwear, c'est des sites américains, et j'ai vu qu'ils faisaient la même stratégie. Parce que justement, l'usine m'a parlé de ces 2 sites-là. Voilà. Après ça, comment sourcer un produit? Ça, c'est le truc le plus important. Parce qu'en e-commerce, comme je le disais tout à l'heure, c'est le sourcing du produit. C'est la première étape. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, ils vont faire un beau site web. Ils disent, oui, il faut que mon site soit beau. Qu'est-ce que je vais utiliser? Il faut que je mette telle couleur. Les amis, vous devez comprendre, vous pouvez avoir le plus beau site Internet du monde. Si votre produit n'intéresse personne, personne ne va acheter. Le site ne fait pas tout. D'accord? C'est comme se lancer dans l'entrepreneuriat. La première chose que les gens font, ils vont s'enregistrer à la chambre de commerce. Je crée mon entreprise d'abord. Non, essaie déjà de voir si tu peux déjà vendre pour 1 €. Je crée mon entreprise d'abord, avant de me lancer. Et finalement, on s'éloigne du plus important. C'est le service que vous vendez ou le produit que vous vendez le plus important. Ce n'est pas le fait de créer, d'avoir un expert comptable ou de faire telle chose qui est important. Déjà, c'est le produit ou le service. Donc, pour sourcer un produit, vous avez plusieurs applications de sourcing qui existent. Vous avez Minea, vous avez Sell Empire, vous avez PP Ads. C'est des applications typiquement dans le monde du dropshipping où vous allez sur ces applications-là, vous le voyez ici. Ces applications vont scraper tout le web, notamment Facebook, Twitter, Instagram, etc., pour découvrir tous les produits que les gens vendent en publicité. Et derrière, sur la base de certains critères, vous allez essayer de trier les produits sur le produit qui se vend le plus, qui a le plus de likes, qui a le plus d'engagement, etc. Donc, vous avez des critères que vous allez appliquer. Après ça, vous allez sur AliExpress pour voir est-ce que vous allez trouver ce produit sur AliExpress. Et dans 99% des cas, il est sur AliExpress. Donc, AliExpress, pour ceux qui ne savent pas, c'est un site chinois qui est le site B2C de Alibaba. Qui connaît Alibaba? Tout le monde connaît Alibaba. Donc, AliExpress, c'est la version B2C. Et aujourd'hui, qui connaît Temu? Ah, ils nous font chier. Hein. Ah, ils sont partout. Ils fatiguent. Voilà, donc Temu aussi, c'est une application. Temu, c'est les gars qui ont Pinduoduo. Pinduoduo, c'est une application chinoise qui est le concurrent de Alibaba en Chine, qui a voulu lancer aussi pour concurrencer AliExpress, Temu. Donc, vous avez AliExpress. Et ce que les gens ne savent pas, vous avez aussi AliExpress Premium Brand.
Donc, c'est sur AliExpress. Et sur AliExpress, vous allez avoir des sites ou des vendeurs qui sont notés Premium Brand. Donc, en gros, c'est des vraies usines qui sont sur AliExpress. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Des vraies marques. Vous le reconnaissez ici, DJI ou bien Xiaomi qui est sur AliExpress. Vous avez Li-Ning, tous ces marques-là, Simply et Anker. Tous ces marques, c'est des marques qui existent vraiment. Ou même Huawei qui est sur AliExpress aussi. Donc, c'est des vraies marques chinoises qui sont sur AliExpress. D'accord? Et dont vous pouvez vendre le produit aussi. D'accord? Vous pouvez vendre le produit aussi sans problème. Parce que bon, ils sont sur AliExpress. Donc vous le voyez ici, même AliExpress le dit, les marques premium, c'est quoi? C'est des boutiques qui sont notées sur AliExpress. C'est la marque elle-même ou le revendeur agréé qui est dessus. D'accord? Donc, si vous allez voir, par exemple, vous allez voir que Bunch.fr, sur AliExpress, c'est Bunch Factory. Ou vous pouvez vérifier David Outwear, vous allez voir une boutique AliExpress qui s'appelle Mountain Skin. Vous allez voir encore MH, vous allez trouver aussi MH Backpack, qui sont sur AliExpress. D'accord? Et vous allez aussi avoir Calis, c'est Orgon Store. Bon, ça, c'est les marques que j'ai lancées. Et vous allez Inflation. Quelqu'un avait posé des questions dans le formulaire qui voulait voir un peu comment créer une marque de vêtements. Si vous avez AliExpress sur votre téléphone, tapez Inflation. Vous allez voir, ils vendent des vêtements, c'est fou. Je suis allé rendre visite à l'usine. Ils sont à Guangzhou, en Chine. Les mecs, ils font un boulot de malade. Allez regarder ça. Ceux qui sont intéressés par l'habillement, allez regarder Inflation. Ils font vraiment un boulot de malade. Et du coup, pourquoi travailler avec les premium brands? D'accord? Parce que c'est des marques qui vont vraiment vous aider, ou des usines qui vont vous aider à établir votre propre marque ou à établir votre propre produit après. Parce que derrière, vous allez bénéficier de tout ce que la marque a déjà mis à disposition dans le marketing, dans les photos, dans les vidéos. Ici, quand j'ai commencé à parler avec MAH, ils m'ont envoyé 600 gigas de photos, shooting et de vidéos. Ils ont dit, tu as tout. Let's go. Après, j'ai refait des photos shooting en Russie. En France, j'ai pris 2 mannequins en France pour 10 produits. Ça m'a coûté 5 000 €. Et encore, c'est parce qu'en faisant les fonds de tiroir, on a négocié. En Russie, on a fait 156 produits, 4 mannequins, 1 photographe, 3 jours, 4 000 €. Ça, je vais vendre mon business de Russie de shooting photo. Je rigole. Donc, en Russie, c'est pas cher du tout. Et vous avez aussi des livraisons rapides parce que c'est des vraies marques. Donc, vous êtes livré en 5 à 10 jours. Après, je vous parlerai de ce que nous on fait pour éviter que les clients soient trop fâchés à cause de la livraison. Parce que les gens, aujourd'hui, sont habitués à Amazon, ils vous sont livrés en 48 heures, etc. Donc, quelquefois, ce que nous on a compris, en tout cas la leçon que nous on a retenue en termes de livraison, la plupart des clients ne sont pas fâchés parce que la livraison est longue. Les clients sont fâchés parce que en 3, 4, 5, 10 jours, ils n'ont aucune nouvelle de votre part. C'est tout. Je pense que tout le monde ici, tu commandes un produit, 1 semaine après, tu n'as même pas un seul email. Tu te dis, mais attends, je me suis fait arnaquer. C'est tout à fait normal. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On appelle tous les clients au téléphone 2 fois par semaine. On s'excuse, pardon, ne vous fâchez pas, on est désolé, ça va être livré bientôt. Et les clients, ils se sentent, il y a une cliente qui dit, je me suis sentie importante. Ah, merci beaucoup, monsieur. Elle dit, ne vous inquiétez pas. Donc, pourquoi travailler avec les premium brands d'AliExpress? Donc, pour résumer rapidement, pour que vous puissiez comprendre, et si vous avez des questions, on peut en parler. Les premium brands, c'est quoi, les amis? C'est des boutiques ou des usines qui sont sur AliExpress, qui font du dropshipping aussi. Bon, ils sont un peu obligés parce qu'AliExpress, aujourd'hui, c'est connu pour le dropshipping. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que ces usines-là sont prêtes à travailler avec vous, mais les gens ne savent pas, parce qu'ils ne les contactent jamais. Parce que dans le dropshipping, c'est que tu vas sur AliExpress, tu passes ta commande, bon, tu t'en fous du reste. Alors que le fait de créer une relation avec l'usine, ou avec le fournisseur AliExpress, de parler avec eux, de les sortir d'AliExpress, c'est ce que moi je fais souvent. Je lui envoie une image, parce que c'est interdit, je lui envoie une image avec mon numéro de téléphone, je dis ajoute-moi sur WhatsApp pour qu'on puisse communiquer. Et tu vois que, comme n'importe qui, comme tous les vendeurs Amazon aussi, où il y a des charges, AliExpress prend de l'argent, donc la personne est aussi contente de sortir d'AliExpress pour que tu le payes. Hors d'AliExpress aussi, elle est assez contente. Et la deuxième chose aussi, c'est que le coût produit, quand vous commencez à négocier, est beaucoup plus bas. Par exemple, moi, je vends ce sac-là sur ma boutique, vous pouvez vérifier, sur mahofficiel.fr. On le vend à 65 €. Et sur AliExpress, il est à 81 €. Sur AliExpress. Donc, quelqu'un qui trouve ça va dire, mais attends, c'est un escroc, lui. Comment il fait il vend moins cher que AliExpress. Comment c'est possible? D'accord? C'est possible parce que moi, j'ai le prix d'AliExpress à 70% de réduction.
Donc le sac que moi je vends à 65 euros, je l'achète à l'usine à 25 euros, ou même 20, 24, livraison inclus. D'accord, je l'ai à 25 euros, livraison inclus. Parce que j'ai demandé à l'usine, il faut que pour que je marche bien, je dois faire du 2,5 ou du x3 en e-commerce, pour que vous soyez assez confortable pour la TVA, assez confortable pour les charges publicitaires, etc. Donc on a le même sac que vous avez trouvé sur AliExpress, et le même sac sur ma boutique, mais à 70% de réduction. La deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on peut travailler avec ces usines-là. Là, je vais vous amener des sacs ici, qu'on a une collection qu'on a sortie récemment, pour les femmes, qu'on appelle Line. Line, pourquoi? Parce que vous avez cette ligne-là qui traverse. Donc, c'est un artiste italien qui a déchiré une peinture qu'il a fait, qui a créé tout un concept autour de ce qu'on appelle la ligne dans les peintures. Je pense que ceux qui sont un peu dans l'art vont connaître un peu ce niveau-là. Donc, on a travaillé avec l'usine, justement, en Chine, parce que l'usine, elle est assez contente du partenariat qu'on fait. Ensemble, il m'a dit, écoute, tu as des idées, tu as des trucs, il n'y a pas de souci. Nous, on te sort la collection en 2 semaines, on te fait ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Et les gars, vraiment, en 2 semaines, on a une collection qui sort toutes les 2 semaines. On a sorti un truc pour les chiens, parce qu'on avait Kabaya fait un truc pour les chiens. Mais non, en plus, c'est fou, parce qu'on a sorti avant Kabaya. En plus, c'est vrai. On était même choqués, mais Kabaya... Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les Chinois sont rapides dans l'exécution, d'accord? Donc, on peut travailler, et surtout, les sacs qu'on vend, c'est tout ce qu'il y a de plus qualitatif possible, biodégradable, c'est pas quoi, écologique, voilà, la totale, ce que les femmes aiment aujourd'hui, la totale. Écologie, etc. Voilà, donc on essaie de jouer sur les tendances. Qu'est-ce que vous voulez? On joue un peu sur les tendances. Donc... Donc aujourd'hui, on peut obtenir des prix qui sont assez bas, d'accord, parce qu'on a ce partenariat-là. Et surtout, ça vous permet d'avoir un socle assez solide d'une usine qui maîtrise déjà le business, qui a déjà des produits qui se vendent et tout, dans d'autres pays notamment, qui a déjà tout un catalogue de produits, qui a déjà tout un branding qui est déjà mis en place pour vous, des shootings photos. Bon, j'ai dû refaire les shootings photos parce que c'était des personnes asiatiques qui étaient sur les photos. Et vous le savez, quand vous vendez en France et qu'on trouve des Chinois sur les photos, les gens souvent se disent oui, c'est la Chine. Ils commencent à douter. Donc, du coup, on a dû refaire certains shootings photos sur la boutique. Donc, vous avez déjà tout ça qui est mis en place pour vous et c'est beaucoup plus simple. L'une des questions que les gens ont souvent, c'est de se dire mais est-ce que, Alain, est-ce que j'ai besoin de partir en Chine parce que toi, tu es parti en Chine? Est-ce que j'ai besoin de faire telle chose? Même pas. Parce que j'ai commencé ce projet, la Chine a ouvert les portes il y a 1 an. Vous vous rappelez, c'était confiné en Chine, impossible de rentrer en Chine. Pourtant, j'avais déjà commencé à travailler sur ce projet à l'époque. D'accord, donc vous n'êtes pas obligé. Mais le fait de partir en Chine, les amis, fait que, en tout cas à un moment donné, lorsque vous avancez dans votre projet, le fait d'aller rencontrer l'usine, la discussion change en fait. Ce n'est plus la même chose. Je pense pour tout le monde, le fait d'avoir quelqu'un face à face que par téléphone ou par Skype, etc., ce n'est plus la même chose. Il y a une certaine confiance qui s'établit, une certaine relation qui s'établit. Et pour ceux qui font du business avec la Chine, vous le savez, ils vous invitent à manger, voilà, ils vous font boire de l'alcool. Moi, je dis souvent, je suis musulman, je ne bois pas, alors que je ne suis pas musulman. C'est le seul moyen avec les Chinois. Sinon, ils vont vous faire boire, vous faire fumer, les trucs bizarres. Et après, ils vont dire, maintenant, on va signer le contrat. Ouais, mais t'es déjà bourré. Donc voilà, ça, c'est les petites astuces business avec la Chine. Quand ils vous invitent, soyez sobre. Parce que ces gars-là, ils tiennent pas l'alcool, hein, mais ne vous inquiétez pas, ils sont très sereins. Ils sont très sereins, les Chinois. Donc, le fait de rencontrer l'usine après, lorsque vous lancez votre marque, et surtout, lorsque vous êtes rentable, parce que c'est ça l'objectif aussi. Ce n'est pas de lancer pour lancer, hein. C'est de sourcer un produit, de le lancer, de viser la rentabilité en dropshipping, etc. Et après, maintenant, on peut passer au cap supérieur où on a du stock. Nous, notamment en France, on a un peu de stock en France et une partie aussi en dropshipping directement depuis la Chine, livré en 7 jours. Ça va, on arrive à ce que les clients soient assez contents par rapport à ce délai de livraison-là. Donc, on va passer sur la deuxième partie, c'est la partie un peu technique. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'il faut forcément parler chinois pour traiter avec les Chinois? Pas du tout. La plupart des usines parlent en anglais. Sincèrement, vous n'avez pas besoin. Je pense que ceux qui font de l'import-export ici, vous n'avez pas besoin d'apprendre le chinois pour parler, pour faire du business avec la Chine. Mais parler chinois, ça change. Je pense que c'est à peu près comme
peut-être en Occident, c'est un peu différent. Moi, je parle français, tout le monde s'en fout. Vous êtes d'accord, vous en foutez. Hein? Tout le monde s'en fout. Voilà. Il se dit, il parle français, OK. D'accord, il parle français, c'est bon. Tu vois. Et souvent, en Occident, on se dit, mais oui, mais pourquoi il ne parle même pas français? Les gens s'étonnent, en fait. Tu vois. Et dans d'autres cultures, parler leur langue, c'est qu'on fait partie de la famille. C'est ça, en fait. Quand moi, je vois souvent, il y a plein d'Occidentaux, d'Européens qui viennent en Afrique et qui parlent ma langue maternelle, t'es choqué. Je vois plein de Français au Bénin et ils te parlent avec l'accent. Ils parlent même le français avec l'accent béninois. Je me suis dit, mais lui sort d'où, lui? Et du coup, il y a une certaine sympathie qui se développe naturellement. Tu te dis, il fait partie de la famille. Donc, c'est la même chose. Quand vous allez en Asie et tu parles chinois, et surtout qu'il faut comprendre que le mandarin, c'est ce qu'on appelle le chinois standard. D'accord? Les Chinois ont des dialectes. Tous les Chinois ont des dialectes locaux. Ils ont des millions de dialectes. Ils sont 1 milliard, c'est normal. D'accord? Donc, souvent, moi, au début, je pensais que c'était pour me flatter. Il y a des Chinois qui te disent, tu parles mieux chinois que moi. Je dis, mais attends, c'est ta langue, pourquoi je parle mieux chinois que toi? Mais si le Chinois n'est pas allé à l'école, par exemple, et qu'il est devenu commerçant, il y en a beaucoup, hein, ils n'ont pas fait de grandes études, mais ils sont rentrés dans le monde du business rapidement et tout. Ils parlent le chinois, mais mal. Alors que moi, j'ai fait des études, j'ai appris. En plus, dans le chinois, tu ne peux pas avoir d'accent en chinois, parce que c'est une langue tonale, ce qui fait que si tu as un accent, on ne peut pas te comprendre. Tu vois, c'est impossible. Donc, tu es obligé de parler le chinois standard avec l'accent chinois, entre guillemets. Et il y a beaucoup de Chinois qui sont peut-être cantonais, qui viennent du Nord, qui viennent de Beijing, et qui ont un accent qui fait que, parfois, quand on parle, ils vont dire « Ah, tu parles mieux que moi ». Au début, je me disais, c'est de la flatterie, tout ça. Mais après, quand ils ont commencé à mieux comprendre, effectivement, quand le mec il parle aussi, je vois qu'il va glisser sur des mots, il va dire des trucs qui sont un peu compliqués à comprendre pour moi, parce que ce n'est pas standard. Donc, pour répondre à ta question, le fait de parler la langue peut te faire rentrer dans la famille, si tu veux. Tu vois? Ça fait que parfois, tu peux avoir des réductions sur le coût. Je vais te donner un exemple. Pour le Black Friday, quand on a lancé les promos sur le Black Friday, j'ai demandé à l'usine, ah ouais, c'est chaud quand même, le Black Friday, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Donc, ils me disent, ouais, t'inquiète pas, on a pensé à ça, on va t'aider pour le Black Friday. Tu payeras à fin décembre pour les stocks et tout. Et en plus, on nous donne 20% de réduction, on fait ci, on fait ça. Donc, il y a quand même une sorte de fraternité qui se développe dans le business. Déjà, le fait de partir à un moment donné, lorsque vous lancez votre marque, d'aller rencontrer votre fournisseur. Parce que vous le savez, ceux qui font de l'e-commerce, souvent les fournisseurs, ils vous envoient des cadeaux. Ils vous envoient des cadeaux chaque année, pour Noël par exemple, etc. Donc le fait pour vous aussi de vous déplacer, de les rencontrer, et tout ça fait en sorte qu'il y a une certaine relation qui va se créer avec le fournisseur. Et si vous parlez la langue, c'est un plus. Hein, ne vous prenez pas la tête, c'est une langue qui est difficile, c'est une langue qui s'oublie rapidement. Et quand vous ne l'exercez pas tout le temps, d'accord, ça s'oublie rapidement. Moi, je l'ai fait en 1 an parce que tous les jours, de 5 à 7 heures, je l'ai fait. Tous les jours, je n'ai pas raté un seul jour. C'est le seul moyen d'apprendre cette langue-là. Et en plus, 2 semaines après, j'avais tout oublié. Tu vois? Voilà, donc, et du coup, il faut s'exercer tout le temps, pour garder le niveau, le chinois. Donc après, l'une des choses que je peux dire, c'est une langue quand même assez facile, entre guillemets, pour... Le français fait partie des langues les plus difficiles à apprendre, même si les gens pensent que non. Demandez à un arabe ou quelqu'un qui n'est pas dans le système alphabétique quelle est la langue la plus difficile, ils vous diront que les langues alphabétiques sont beaucoup plus difficiles à apprendre. Le français, à cause de sa grammaire, de ses règles, de ses centaines d'exceptions à la règle, etc. Donc, c'est très compliqué. Le chinois, il n'y a pas de grammaire. C'est des mots que tu alignes en respectant une structure. Il n'y a pas de « je penserai à toi », non. C'est le temps présent. Tu vois. Le chinois, c'est temps présent. Ils ont un seul temps, c'est le temps présent. Après, tu vas mettre des trucs « demain, je ferai », « demain, je fais », « l'année prochaine, je fais ». Tu vois, donc, c'est que de temps présent. Donc, quelque part, c'est beaucoup plus facile. Après, la seule difficulté de cette langue, c'est le parler, et le parler bien. Tu vois, mais bon, ce n'est pas le sujet si on veut faire toute une cour sur comment apprendre le chinois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on continue. Il y a d'autres questions? Vas-y. Sensible au Made in France. Ok. Ah, tu vois, ça, c'est la question piège, ça. Hein. Ça, c'est la question piège. Je dis, ouais, le Made in France. Il faut comprendre. C'est quoi le Made in France? Vous savez, ce qui est magnifique avec les pays européens, c'est cette capacité à enfumer leur population. Mais c'est vrai, hein? Parce que le Made in France, quand tu vois au vu de la loi, c'est lorsque la dernière étape du processus de fabrication se fait dans le pays.
C'est ça, en fait, le Made in France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux créer ce sac-là, tu vois, en Chine, et lorsque ça vient en France, je rajoute le logo. C'est du Made in France, entre guillemets. Tu vois? Donc, c'est ça aussi. Donc, beaucoup de marques jouent un peu sur ça. Pour revenir sur le cas des textiles, par exemple, l'industrie textile en France a disparu depuis les années 70. Il n'y a plus de grosses industries textiles en France. Ça, c'est un cas. Et aussi, produire en France coûte beaucoup plus cher, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il y a quand même la population où il faut donner un certain salaire, il y a un SMIC à respecter, il y a pas mal de choses à respecter. Donc, ça revient beaucoup plus cher de produire en France lorsqu'on lance une marque. D'accord? Je sais que c'est une problématique qui est chère à beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut produire en France aujourd'hui? Sincèrement, c'est compliqué. À moins que tu vises une tranche où tu vas être sur du premium. Tu vois? Tu sais que tu lances ton produit, tu le vends à 500 balles, à 1000 euros. Là, tu crées toute une philosophie derrière, etc. Et tu joues sur le Made in France aussi, parce que c'est un gros argument marketing, le Made in France. Tu vois? Beaucoup de gens sont sensibles par rapport à ça. Mais quand tu vends des produits à 60 euros, 80 euros, parfois ça va être très compliqué de rentrer dans tes marges, surtout si tu as une entreprise aussi française derrière. Ça va être très compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que j'ai répondu à la question. Hein. Oui. Faute. Oh, bon, il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on fasse vite. Donc, ah oui, il me reste 10 minutes, hein, les amis. Voilà, même pas fini. Donc, pour aller vite. 15 grands max. 15, merci beaucoup. Donc, pour aller vite sur le reste, parce que le plus important, c'était le sourcing et la stratégie. Vous pouvez créer votre boutique e-commerce. C'est la partie technique un peu avec Shopify. Shopify, souvent, il y a la guerre WordPress ou Shopify. Shopify, les amis. D'accord? Shopify. WordPress, même si certaines personnes se disent que oui, c'est beaucoup moins cher, etc., c'est faux. Parce que vous ne pouvez pas, à partir d'un certain niveau, utiliser WordPress sans avoir un développeur derrière. Parce qu'à un certain niveau, quand vous êtes sur WordPress, toutes les intégrations, parce que WordPress est libre de droit, donc chacun fait son outil, son extension, il n'y a pas de contrôle derrière. Et ça, parfois, ça amène le fait qu'il y a beaucoup trop de conflits avec WordPress. La plupart des applications, lorsque vous voulez avoir le même niveau qu'un Shopify en termes d'application, d'upsell, de toutes les applications e-commerce que vous devez avoir, revient beaucoup plus cher parce que sur WordPress, c'est vrai, il n'y a pas d'abonnement d'application, c'est du lifetime, mais en même temps, c'est 1000 € le lifetime. Donc, au début, ça peut coûter extrêmement cher. Shopify, la prise en main est très facile. Tout le monde peut utiliser Shopify. Même un enfant de 5 ans peut le faire. C'est très simple. Vous avez des centaines de thèmes gratuits. Et les thèmes que moi, je recommande et que le monde utilise, hein, c'est Impact, c'est payant. Vous avez aussi d'autres thèmes comme Sense et Down qui sont gratuits. Les applications aussi pour booster vos ventes que vous devez mettre obligatoirement sur votre boutique, c'est les badges de confiance. Parce que lorsque vous avez boutique e-commerce, je vous laisse ma boutique parce que vous pouvez voir sur ma boutique, etc. Toutes ces applications sont installées dessus. Ça vous permet de voir visuellement un peu ce que je dis. Donc, vous avez Ultimate Sales Boost qui permet de mettre des badges de confiance un peu sur la boutique. Vous pouvez espionner vos visiteurs. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un vient sur votre boutique e-commerce, vous pouvez voir ce que la personne fait. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'elle a cliqué? Pourquoi elle est partie? Donc, tout ça vous donne des datas que vous pouvez analyser pour essayer de mieux comprendre où est-ce que vous devez faire des modifications, par exemple, si vous avez vu que votre taux de conversion n'est pas intéressant. Vous avez aussi le live chat. C'est important d'avoir un live chat pour communiquer avec les fournisseurs. Nous, on a une équipe au Bénin qui appelle, qui répond aux messages 24 heures sur 24. Bon, c'est normal, c'est 8 heures à 19 heures, mais bon. Les clients, ils t'envoient un message à 2 heures du matin. Et comme on essaie d'avoir un certain niveau de qualité, on leur répond quand même. L'email marketing aussi avec la VIO, très important. C'est ça qui va vous rendre rentable parce qu'il faut savoir que de la publicité directe, on en parlera sur la partie scaling, c'est très compliqué d'être rentable. C'est vraiment tout l'écosystème que vous allez mettre après, derrière, qui va amener la rentabilité en e-commerce. De la pub directe, ce n'est pas si simple que ça. Après ça, SMS marketing, tracking de commandes, réduire la taille de vos images et tout pour que le site soit assez léger, pour que ça se charge assez rapidement. Les moyens de paiement, c'est les bandits du game. On n'a pas le choix, on doit les utiliser. Stripe, PayPal. Vous avez Revolut aussi maintenant, business, qui permet d'avoir un processeur de paiement. Donc Revolut vous permet d'avoir les cartes de crédit sur votre site web aussi. Sur Shopify, vous pouvez l'utiliser et aussi sur WordPress. Vous avez aussi Shopify Payments qui vous permet aussi d'encaisser des sous. Beaucoup plus moins cher, c'est disponible en France, pas en Estonie, malheureusement. Pourquoi pas encore? PayPal aussi, bon, vous avez compris, eux c'est des voleurs, mais bon, on fait avec.
Ah oui, et parfois, ils te bloquent ton argent, ils ne te remboursent pas. Allez voir le nombre de procès contre PayPal. C'est des vrais bandits. Mais bon. Après, quelqu'un a posé une question aussi, imposition, taxe, TVA. Vous devez savoir, je vais être franc avec vous les amis, en e-commerce, si vous habitez en France, c'est 10%. C'est 10%. C'est pour ça que tous les gars qui réussissent se barrent rapidement. Parce que si vous devez enlever la TVA, vous devez enlever les frais, vous devez enlever les impôts aussi à votre niveau, vous devez enlever l'impôt sur le revenu aussi, vous allez vous retrouver en 5 et 10%. Si vous habitez en France. Après, vous pouvez gagner un peu plus, 20%, si vous allez en Estonie. Parce que déjà, vous n'avez pas d'impôt sur la société, mais la TVA, vous devez tout la payer. Pour répondre à la question de la TVA, parce que c'est une question qui se pose souvent en e-commerce et surtout en dropshipping, retenez quelque chose de très simple. La TVA, c'est le pays où le client habite, qu'on paye la TVA. C'est la seule chose à retenir. Parce que souvent, les gens se disent, oui, mais mon entreprise est en Estonie ou à Dubaï, je vends en France, pourquoi il doit payer la TVA à la France? Non. La TVA, c'est le pays où habite le client. Je sais que surtout en dropshipping, les dropshippers ne payent pas la TVA souvent. Ils s'en foutent un peu. Et il y a des avocats aussi qui les aident en plan de rescrit fiscal ou je sais pas quoi. Ils font plein de choses et tout. C'est totalement illégal. Mais, voilà, vous le savez, la TVA, c'est obligatoire. Vous devez aussi calculer dans vos marges parce que c'est extrêmement intéressant. Pourquoi j'ai quitté la France à un moment donné? J'ai fait 245 000 euros le mois de décembre 2020 de chiffre d'affaires en Allemagne. En plus, on avait une boutique où on vendait des chaussures d'hiver. Toutes les charges sont passées, etc. et tout. C'était la fin de l'année. L'expert comptable a calculé les choses. Vous savez combien il est resté? Devinez. Qui peut deviner combien il est resté sur les 245 000? Combien? 50 000. 8 000 euros. Le lendemain, j'ai dit, c'est où Estonie même? C'est où l'Estonie? J'ai dit, c'est pas grave. Je vais dans le froid, à moins 50, c'est pas grave. Je zouk dedans. C'est pas un problème. J'ai payé parce que moi, il faut dire aussi, j'avais un peu cette peur de me dire, il faut tout déclarer en France. Mais vraiment tout. Tu vois, j'ai pris l'expert qu'on a dit, tonton, tu déclares tout. TVA, tout ce que tu veux, je veux pas de problème et tout, déclare tout, j'ai trop peur, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec le fils français et tout. Donc le gars, on a regardé, il y a même des choses, quand je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais pas fait des déclarations parce que bon, vous savez, auto-entrepreneur, elle dit, déclare tout. Au moins je quitte le cœur léger. Parce qu'ils vont pas avoir pitié de moi, hein, quand ils vont m'attraper là, ils disent, vous là. Donc, ce qui s'est passé aussi, on a mis une TVA qu'on appelle IOSS, la TVA à l'importation. Pour importer des biens dans l'Union européenne, vous devez déclarer aussi. D'accord? Avant, ce qui se faisait inférieur à 150 euros, pas de déclaration. Donc, du coup, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, le Chinois, il te déclare le bien. Même si tu achètes pour 50 000, il va mettre 10 euros, des trucs comme ça. Donc, du coup, l'Union européenne, ils ont dit non, les gars, c'est bon. Peu importe le montant, il doit avoir une déclaration. Donc, du coup, vous avez la déclaration à l'importation, qu'on appelle IOSS, pour rentrer dans l'Union européenne, et vous devez payer aussi cette TVA. Bien évidemment, ça s'annule. Hein. Vous ne payez pas l'IOSS et en même temps la TVA ici. Ça ferait une double taxation. D'accord? Ça s'annule. Maintenant, pour ceux qui sont à Dubaï ou qui sont dans d'autres pays, d'accord, comment faire pour payer cet IOSS-là? Il y a deux méthodes. Soit vous vous enregistrez à l'IOSS en France, normalement, ce que tout le monde doit faire. Mais vous devez passer par des boîtes qui vont vous prendre peut-être 200 euros par mois, etc. Donc ça revient assez cher pour le faire pour vous. Ou soit ce que vous faites, c'est la méthode que moi je peux vous recommander au début, c'est de voir avec votre fournisseur pour que le fournisseur déclare que c'est lui le vendeur principal. Et du coup, le fournisseur envoie en utilisant son numéro IOSS à lui. D'accord? Depuis la Chine. Ce qui se fait que le fournisseur va vous taxer souvent. Il vous dit, OK, je prends pour cela, ce service, 0,2%, souvent la norme, 0,2% de plus du prix d'achat du bien. D'accord? Et souvent, il déclare l'IOSS à votre place. C'est une méthode temporaire qui marche très bien pour ceux qui ne sont pas en France et qui n'ont pas envie de se déclarer en France pour payer la TVA ou l'IOSS. Après, moi, je ne vous ai rien dit. Après, bon, bien évidemment, j'ai parlé de la rentabilité en dropshipping. Comme je vous ai dit, si vous êtes en France, c'est assez chaud d'être rentable. Vous devez créer tout un écosystème derrière. C'est extrêmement important. Une question aussi que j'ai eue, comment scaler sa marque ou scaler son e-commerce. Vous avez le trafic gratuit, SEO, créer du contenu sur par rapport à votre marque. Aujourd'hui, TikTok marche très bien pour ça.
TikTok est magnifique pour ça. Vous créez du contenu facile. Vous fouillez le sac, vous montrez des trucs, vous versez de l'eau dessus, des trucs comme ça. Ça buzz. D'accord? C'est un truc assez simple. Vous avez des contenus payants, publicité Facebook, etc. que vous devez utiliser. C'est extrêmement important. Et la meilleure source de trafic pour tester un produit aujourd'hui reste encore Facebook. Peu importe ce que les gens pensent, même si on dit que c'est pour les vieux, Facebook est beaucoup plus rodé, l'algorithme est beaucoup plus performant que n'importe quel algo à ce jour. Google, c'est une autre histoire parce que ce n'est pas la même chose. Google, ce n'est pas de la recommandation, c'est vraiment les gens qui posent d'abord la question à Google, je veux telle chose et Google leur montre cela. Alors que Facebook, tu es là, tu es en train de t'amuser, on t'affiche une publicité. Donc ces deux plateformes sont différentes. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'enchaîner avec Google Ads, qui est très performant aussi, surtout quand vous avez déjà une source de trafic ailleurs, donc pour du remarketing, etc. Et vous avez TikTok Ads aussi, qui peut aider à booster encore au niveau des ventes. Donc ça, c'est des choses que vous devez mettre en place après, bien évidemment. Et vous devez lancer vos publicités sur Facebook, comme je le disais, créer un compte publicitaire, une page, un pixel Facebook. Tout ça, c'est des trucs un peu techniques que vous pouvez voir partout sur YouTube. J'ai fait toute une formation gratuite sur YouTube de 4 heures de vidéos. Je montre tout ça gratuitement, vraiment. Je ne vous vends rien, allez regarder. Vous avez tout de ce qui est de l'e-commerce dessus. Et vous devez lancer vos publicités, bien évidemment, sur Facebook. Comme je le disais, tester des créatives. Créatives, c'est quoi? C'est les publicités, des images, des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez. Des l'UGC. L'UGC, c'est quoi? C'est ce que vous voyez récemment. C'est le fait que vous donnez vos produits à des gens qui en parlent. Vous dites, oui, j'ai testé, c'est bien, nanani, nanana, etc. D'accord? Espionnez vos concurrents, faites la même chose. Il y a un catalogue de tous nos concurrents, de toute leur publicité, de ce qu'ils disent dans leur publicité. Et vous avez même des outils qui analysent et vous génèrent des publicités qui sont pareils. Donc, vous devez aussi le faire et tester avec un budget de 50 à 100 euros par jour. Ce que les gens disent souvent, c'est de voir un peu par rapport à vos publicités, par rapport à votre coût de produit, d'accord? Et vous mettez un montant égal au coût de votre produit en publicité, en testing. Ça veut dire quoi? Si mon sac, je le vends à 70 euros, je dois attendre au moins 70 euros de dépenses publicitaires avant de prendre une décision. D'accord? Donc ça, c'est l'une des règles que les gens utilisent souvent, que j'utilise aussi d'ailleurs. Scaler son business, c'est tester le maximum de créatives. On dit souvent, il n'y a pas de marché saturé, il n'y a pas de niche saturée, mais il y a des créas qui sont saturés, il y a de la publicité qui est saturée. D'accord? Donc, vous devez tester le maximum de publicité. On parle de créative ici. Diversifier vos sources de trafic, faire des campagnes d'email marketing, avoir un service client impeccable. Vous le voyez ici. Hein. J'ai reçu un appel concernant le trajet. Je me suis senti importante. Merci. Ouais, donc, mettez en place des petites choses comme ça. Le fait d'appeler le client au téléphone systématiquement. Nous, systématiquement, on appelle. Même quand on reçoit un email, on les appelle au téléphone, au maximum. Parce qu'on a remarqué qu'avoir le client au téléphone change les choses, en fait. Un client peut être insultant en email, vous criez dessus, et tout doux au téléphone. Oui, je suis désolé. Excusez-moi. J'ai eu une cliente au téléphone hystérique. Elle me criait dessus. Voleur! Voleur! Je dis, mais madame, la poste a dit le sac va être délivré vendredi. Non, je ne vous crois pas. Elle pleurait et tout. Alors, il y a des noms. La SAV, ceux qui font de la SAV, psychologiquement, c'est chaud. Hein. Je vous assure, il y a des clients. Elle pleure au téléphone et tout. Je dis, mais attends, mais madame, est-ce que je vais vous rembourser? Et si le sac vient le vendredi, comme la poste l'a mis, vous me retournez le sac. Elle me dit, pas de souci. Je la rembourse. Vendredi, 17h, je la rappelle. Vous avez reçu le sac? Non, la poste m'a dit que le sac est perdu. Elle dit, tu te fous de ma gueule, toi. Donc voilà un peu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je pense qu'il me reste quelques minutes seulement. Ouais, si tu veux prendre quelques questions avec grand plaisir, mais on est time out déjà. Je sais. Est-ce que vous avez quelques questions? Oh oui, vas-y. Non, je n'ai pas fait d'optimisation fiscale. Non. Pourquoi je suis parti en Estonie? Parce que tout ce qui est optimisation fiscale, holding, etc., pour moi, c'est des choses qui étaient trop compliquées. Je voulais un pays simple, avec des règles simples, et on passe à autre chose. D'accord? L'idée n'est pas, en tout cas pour moi, l'idée n'est pas de ne pas payer les impôts. Je ne suis pas là pour faire du 0%. D'accord? J'apprécie beaucoup l'Estonie parce que ça marche. D'accord? C'est un système, on paye 20% en Estonie. Le système marche. Tu appelles les gars au téléphone, ça décroche le téléphone. Il y a un truc que tu n'as pas compris, tu envoies un courrier, 10 minutes après, on t'envoie une réponse, on t'explique. C'est ça en fait qu'on veut. Tu vois, pour moi, je ne suis pas dans le 0% impôt, je ne veux pas payer d'impôts dans ma vie. Non, non. L'Estonie on paye 20% en Estonie. Pour moi, c'est bon déjà. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé à Dubaï, c'est pour ça que je ne suis pas allé à Malte ou en Angleterre, etc., comme beaucoup d'e-commerçants. Je suis allé en Estonie à cause de ça. Je voulais un truc simple parce que déjà, moi, tous ces trucs d'impôts, ça me fait peur et je ne voulais pas me prendre la tête. Est-ce qu'il y a
Je vais prendre celui-ci rapidement, oui. Ok. Le délai de livraison, quand moi je parle de délai rapide, on est sur du 5 à 7 jours. Sincèrement, du 5 à 7 jours, les clients, ça va. Ils sont pas chiants. De Chine, oui, de Chine. En France, Colissimo, c'est 48 heures, 72 heures maximum. De Chine? Ils vont commander un sac, ils commandent en fait directement en Chine. Oui. Il va venir en 7 jours. En 7 jours, voilà. Nous, on livre la plupart de nos clients en 7-8 jours maximum, depuis la Chine. Oui, c'est beaucoup plus rapide. Tu vois, l'Angleterre, c'est même 4 jours, 5 jours. De la Chine vers l'Angleterre, c'est même beaucoup plus rapide. Vas-y. La dernière question. Ouais. Vu que l'État chinois Oui. aime contrôler la population, j'ai une simple question. Faut-il un visa spécial pour quelqu'un qui veut traiter avec des fournisseurs sur place ou pas? Je pense que déjà, il faut arrêter de regarder M6. Hein. Parce que l'histoire de crédit social, on note. Quand tu fais une bêtise en Chine, t'es noté et tout. Non, faut arrêter ça. Donc, l'État chinois, rapidement, sur l'État, vous devez comprendre que les Chinois et l'État chinois, ils ont un contrat social. D'accord? Vous vous occupez pas de la politique et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est tout. Nous, on gère le game, ne vous inquiétez pas, on est bon, méritocratie, etc., nanana et tout, on gère tout, on est assez performant. Donc c'est ça le contrat qu'ils ont avec les Chinois. Les Chinois font leur business, d'accord? Si tu veux partir en Chine faire du business avec la Chine, tu as besoin d'un visa touristique. Depuis décembre, pas besoin de visa pour les Français, Italiens, je pense qu'il y a 5 pays européens. Pendant 2 semaines, vous pouvez partir en Chine aussi. Et si tu veux vraiment faire du business, etc., il y a les visas business qui existent, qu'on appelle les visas M. Tu vas en Chine avec ce type de visa-là. Tu peux créer un compte bancaire aussi en Chine, par exemple. Tu peux créer une société en Chine et via cette société, avoir un visa résident temporaire en Chine. D'accord? Par exemple, j'ai une société en Chine, etc., etc. D'accord? Parce on amène des entrepreneurs en Chine pour les aider à construire des partenariats. Ça, c'est une autre activité qu'on fait aussi. Dans quelle région on source en Chine? On source dans toutes les régions. Il faut comprendre que les régions les plus connues, ça va être Shanghai, Canton, Shenzhen, etc. Et c'est les plus chers. D'accord? Et c'est le truc de la trappe Nigo. Souvent, nous, on va dans les villages chinois. Tu vois? Le Qingdao aussi, c'est assez connu déjà. Tu vois? Et on va souvent dans les villages chinois parce qu'il y a pas mal d'industries aussi dans ces villages-là, avec des prix qui sont assez bas. Ou vous utilisez l'application qui s'appelle 1688, qui veut dire aussi Alibaba en chinois, en fait. Et du coup, cette application, c'est en fait Alibaba chinois dans le marché interne, en fait. D'accord? Et du coup, ce site vous permet de voir plein de fournisseurs qui ne sont pas connus, qui ne sont même pas présents sur Alibaba International. D'accord? Combien de personnes travaillent pour moi? Une dizaine de personnes, majoritairement au Sénégal, au Bénin. Il y a 5 personnes au Bénin, 2 personnes au Sénégal, 2 personnes en France. Et il y a maintenant 2 personnes en Chine aussi. On a une chinoise aussi. Et j'ai un partenaire, un béninois qui aussi vient aussi en Chine, là-bas. Parce qu'on a différentes activités en fonction. Sur l'e-commerce, c'est 5 personnes. Sur le côté e-commerce, il y a quelqu'un qui gère la SAV. Avant, j'étais principalement en France, mais j'ai délocalisé en Afrique parce que ça coûtait moins cher. Mais ça demande aussi de former les gars sur place, d'avoir des locaux aussi. Donc, vu que je suis béninois, aujourd'hui, on n'a pas de double nationalité. Sincèrement, parfois, ça vaut le coup d'avoir un deuxième passeport. Ça vous permet derrière de faire d'autres activités. Donc, souvent, j'ai une entreprise, par exemple, en Angleterre, en tant que béninois, résident au Bénin, mais pas en tant que français, résident en France ou résident en Estonie. D'accord. Donc, vous pouvez utiliser votre deuxième nationalité aussi. Et sincèrement, il y a eu de bons présentateurs sur ça aujourd'hui. Je vous le conseille vraiment d'aller opter aussi pour une deuxième nationalité, même une troisième.